Je vais reprendre un petit peu dans mon introduction ce qu'on a entendu dans toute cette journée, et puis vous parler un petit peu de la biologie au sens large, dans le sens étude de la vie, parce qu'évidemment, je prêche un petit peu pour mon clocher. La biologie peut peut-être répondre à un certain nombre de questions. Mélanie, tout à l'heure, se demandait où était l'unité du monde vivant. Et bien, peut-être que la biologie peut y répondre. Mais comme le disait très bien M. Brückmann ce matin, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas attendu l'avènement de la biologie pour exister. Bon, je reprends aussi le thème de votre semaine d'action, vivre ensemble avec ces différences. Et bien, c'est peut-être ça qui peut justement expliquer les fondements de la biologie. Sauf que la biologie, vous le savez aussi bien que moi, ça peut être une arme à double tranchant. Parce que, un petit peu comme des parents en désaccord qui essayent de s'octroyer leur enfant et de le tirer d'un côté ou de l'autre, la biologie peut être reprise aussi bien par les thèses racistes, hein, on pense à l'eugénisme par exemple en son temps, et puis encore à l'heure actuelle, et en même temps, la biologie peut essayer d'expliquer un certain nombre de choses pour justement tous nous mettre d'accord. Alors, en ce qui concerne justement l'utilisation des sciences dans le cadre de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, je n'ai pas tellement trouvé, mais le racisme, oui. J'ai essayé d'interroger mes collègues et pour beaucoup d'entre eux, ils m'ont répondu ce qu'on répond un petit peu dans ce genre de questions où on demande à un collègue « est-ce que tu fais tel type de projet ?» C'est « oh ben non, j'ai déjà assez de choses à faire comme ça, on me sollicite déjà pas mal au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau de plein d'interventions dans l'établissement. » Et puis la deuxième réponse un peu type, c'est « je le fais dans mes cours ». Et alors justement, ce qu'on pourrait répondre, c'est si on le fait dans les cours, pourquoi ne pas le faire aussi en dehors de ces cours et avec des collègues qui vont dans le même sens. Donc peut-être que si les projets dans lesquels un professeur de sciences au sens large n'est pas intégrés ne sont pas nombreux, enfin est intégrés ne sont pas nombreux, c'est peut-être parce que, eux de leur côté ne hésitent à vous rejoindre, ou peut-être que ce sont leurs collègues qui ne doivent pas hésiter justement à les solliciter, parce que vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, j'ai retrouvé les éléments de programme, évidemment de la 6e à la terminale, il y a moyen de faire travailler la biologie justement dans le cadre de la lutte contre le racisme. Alors, est-ce qu'il va me passer correctement? Vous avez une image là? D'accord. Alors, il ne veut pas de mon sommaire. Alors. Non, il y a une page qui est zappée. Bon, tant pis. Alors, c'est pas grave. Dans mon sommaire, de toute façon, je vais vous présenter un petit peu les éléments de programme que j'ai retrouvés qui traitent du racisme. Et puis, alors voilà ce que j'ai trouvé aussi sur le site de l'Académie d'Amiens, que tout le monde peut trouver. Hein. Donc, l'éducation contre le racisme, c'est faire reconnaître la diversité humaine, la diversité des cultures, c'est prôner la tolérance, le respect des différences, promouvoir une société solidaire dans laquelle on vit ensemble. Et puis éviter les dérives de tout ce qui est obscurantisme, fausses idées, théorie du complot, etc. Et surtout, j'en parlerai aussi dans ma présentation, l'éveil, comme Mélanie le disait, à l'esprit critique aussi de la part de nos élèves. Alors les extraits de programme concernant les sciences, donc par exemple au cycle 3. Au cycle 3, alors j'ai surligné les mots importants, hein, on va peut-être pas faire la lecture de tout l'ensemble du programme, mais au cycle 3, on essaye de travailler justement sur le respect des autres et notamment sur le concept d'évolution qui commence à arriver chez les élèves. On commence à classer les êtres vivants, on commence à essayer de leur faire comprendre que l'humain, c'est un animal comme les autres, et puis qu'il a sa place dans le monde vivant, mais il n'a pas une place forcément particulière, et que surtout les humains sont tous pareils, hein, au sens large aussi du terme. Donc dans les domaines du socle, il y a mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, donc vous voyez que les professeurs d'SVT peuvent travailler dans ce domaine, en témoigner. Et puis, les éléments du programme, classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et pour expliquer l'évolution des organismes. Toujours au cycle 3, on appréhende l'histoire de l'être humain, justement, en leur montrant qu'il est récemment apparu sur Terre, qu'il a des particularités qui lui sont propres, évidemment, mais qu'il fait avant tout partie d'une unité biologique. Et donc, on essaye de faire comprendre aussi aux élèves l'histoire évolutive de la planète.
Donc si je résume un petit peu le cycle 3 en quelques mots, on traite déjà de l'universalité du monde vivant, on parlait d'unité tout à l'heure ou d'unicité, à travers la notion de cellule, à travers la notion d'organisme et de peuplement des milieux, et puis on aborde aussi la notion d'espèce, avec notamment le critère d'interfécondité. On aborde très légèrement les notions d'hybridation qui seront reprises un petit peu plus tard, mais en tout cas on voit déjà la notion d'espèce qui est propre sur la planète à tous les êtres vivants. Au cycle 4, on progresse d'un cran, alors on est dans le spiralaire, simplement on prend en charge aussi, en compte, les spécificités de nos élèves. Ce sont des élèves qui sont en plein changement dans leurs idées, dans leur physique, dans leurs relations avec les autres, et donc c'est un terrain, je ne dirais pas de manipulation, mais un terrain d'expérimentation pour justement les amener à avoir un regard différent sur des objets qui nous sont communs, sur des cultures qui sont communes. Et puis vous le voyez, les textes le disent clairement, tous les professeurs jouent un rôle moteur dans cette formation de l'élève. Donc la notion d'esprit critique arrive également aussi. On essaye de les faire se reconnaître en tant que citoyens, on essaye de leur faire comprendre qu'ils s'inscrivent dans une culture commune, et puis qu'ils sont aussi, dans le cadre du collège notamment, et puis par la suite dans le cadre du lycée, prêts à s'ouvrir aux autres, à la diversité et à la découverte de ce qui peut être différent pour eux. Alors toujours au cycle 4, vous voyez, j'ai surligné les mots forts. Donc on contribue au respect des autres, au souci d'autrui dans les usages du langage et à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc c'est clairement inscrit dans les programmes de sciences du collège. Les mathématiques, ne les oublions pas, sont là aussi pour prôner la recherche du vrai et donc de développer l'esprit critique et le goût de la vérité chez nos élèves. L'esprit critique, le goût de la controverse aussi, on peut le voir aussi bien sûr par exemple les travaux que Mélanie a cités tout à l'heure. On essaye de développer chez eux aussi une conscience historique et par l'étude des traces du passé. On essaye de leur montrer que justement l'étude de la vie sur Terre passe par l'étude de nos ancêtres et puis l'étude des premières formes de vie. Et puis ça permet à l'élève de relativiser et puis de mieux se placer dans son contexte global, dans son environnement et sur sa planète. Et puis vous voyez, j'ai surligné l'élargissement au monde lointain, à la diversité des cultures et à la diversité des croyances. Toujours au cycle 4, alors j'ai repris les domaines du socle qui me paraissaient importants, distinguer ce qui relève d'une croyance ou d'une idée et ce qui constitue un savoir scientifique, et puis situer l'espèce humaine dans son évolution et l'évolution des espèces. Donc ici, j'ai repris un petit peu les grands thèmes. Alors, je parlerai un petit peu après de l'Homo sapiens, justement, qui va être revu dans les cycles supérieurs. Donc si je résume un peu le collège, le cycle 4, on traite de l'évolution de l'homme, on traite de la diversité des génomes, la diversité humaine, et puis des parentés au niveau du genre humain. La notion de genre aussi, j'en reparlerai tout à l'heure. Au lycée, on monte d'un cran, mais finalement, c'est un petit peu toujours les mêmes thèmes. Simplement, on complexifie un peu les notions, évidemment. Donc, on parle de diversité d'allèles, diversité génétique au sein d'une même population. On essaye de leur faire comprendre que nous sommes gouvernés par notre ADN, que cet ADN, il est commun à une espèce, et puis qu'il présente des variabilités internes qui ne sont que des mutations et que ces mutations se retrouvent dans toutes les couches de la population et dans tous les pays. Il n'y a pas un pays qui connaît une mutation particulière. Ces mutations, on les retrouve chez toutes les ethnies, toutes les populations globales. Donc ça leur permet d'avoir une vision du genre humain au sens large. On reprend évidemment le critère d'espèce avec l'interfécondité. En première scientifique, l'élève, on lui demande d'être un peu plus acteur, conscient, responsable de la relation au monde et de son évolution dans la société. Et puis évidemment, on continue à nourrir son jugement critique, toujours sur les mêmes considérations d'ordre génétique notamment. Donc faire comprendre à l'élève ce que c'est sa relation au monde, de savoir que ses actions ont des conséquences aussi. On parle d'éthique, notamment on parle des grandes décisions qui sont prises par le monde de la pharmacie, par la recherche en général. Et on essaye de voir si eux, en tant que citoyens, un jour, qui seront amenés à voter, ils vont adhérer à telle ou telle idée. Et comment faire pour juger si justement une décision en termes de biologie peut être bonne ou moins bonne pour la société. Donc on développe chez eux un esprit rationnel, autonome, capable d'exercer une analyse critique et surtout de trouver les fausses informations et les fausses rumeurs.
Alors, toujours en première scientifique, j'espère ne pas aller trop dans le détail au niveau biologique, hein. On travaille aussi sur la diversité allélique des populations, tout simplement, hein, et je parlais de ces fameuses mutations spontanées. J'y reviendrai justement sur des cas un peu plus concrets tout à l'heure. Alors, l'histoire du Néandertal, ça c'est justement un point d'achoppement possible. On leur fait comprendre qu'on a côtoyé un cousin, il n'y a pas si longtemps que ça, une autre espèce, l'homme de Néandertal, que cet homme de Néandertal, il a disparu, et que justement, à une époque où on imaginait que l'être humain était le grand conquérant de la planète, et bien parmi les hypothèses qui essaient d'expliquer la disparition de Néandertal, la première qui prévalait, c'était qu'on les avait massacrés parce qu'on était un peu plus belliqueux peut-être que l'homme de Néandertal. Bon, il n'y a aucune preuve archéologique de ça. Au contraire, on aurait même des preuves du contraire, où les deux espèces se seraient côtoyées sans heurts, puisqu'on a des exemples de troc. On retrouve des pièces, des objets confectionnés par l'une espèce ou l'autre, chez l'une ou l'autre. Et puis surtout, ce qu'on essaye de leur montrer, ça c'est la vision à la fois scientifique et poétique de la chose, c'est qu'en termes d'ADN, l'hypothèse la plus en vogue à l'heure actuelle, et qui est comblée par la génétique, serait que Néandertal n'aurait pas disparu, mais se serait fondu en nous. Il y aurait eu une hybridation, il serait devenu capable de se reproduire avec nous-mêmes, et puis en fait, il n'aurait pas disparu, il continuerait d'exister en nous. Donc vous voyez, dans les débats sur les races, par exemple, on peut simplement montrer que ces deux espèces-là se sont fondues en une, hein, et puis sans heurts et sans guerre. Donc les grands axes du collège et du lycée, si je reprends en 3 points, sur lesquels justement les collègues de sciences peuvent travailler dans le cadre de la lutte contre le racisme, c'est l'universalité du monde vivant, la variabilité de ce monde vivant avec ses spécificités, et puis les liens de parenté qu'on a tous entre nous. Alors les actions pédagogiques, c'est plutôt des thèmes de débat que j'ai trouvés. Alors évidemment, on peut participer à toute la liste qui est sous vos yeux, hein. On peut organiser des débats, c'est souvent ce qui se fait d'ailleurs dans les classes, avec des projections de films à la clé. Ça peut être aussi des scénettes, ça peut être des échanges, des expositions, etc. Je pense que mes collègues de SVT seront ouverts à toutes sortes de propositions. Et alors, les sources de débat, chez nous, justement, elles sont assez nombreuses. Par exemple, eh bien, les notions comme la notion de race, d'espèce, de genre, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il des blancs, des noirs? Est-ce que c'est une race? Est-ce qu'il y a une race supérieure à une autre? Bon, donc vous voyez, ça, justement, la génétique peut y apporter des réponses qui sont assez simples à comprendre. Et alors les bases, justement, vous voyez, sur lesquelles on peut lancer le débat, c'est ce genre d'études qui viennent de l'observation, du centre d'observation de la société, avec des questions. Est-ce que vous êtes raciste? Pas du tout. Oui, non. Alors apparemment, on est de moins en moins raciste, mais il reste encore des gens qui sont racistes. Et puis alors le deuxième graphique est intéressant aussi, c'est un petit peu piégeux d'ailleurs. Est-ce que toutes les races se valent? Est-ce que les races humaines n'existent pas? Est-ce qu'il y a des races supérieures à d'autres? Et puis on ne sait pas. Eh bien, beaucoup de gens pensent que tout le monde se vaut, mais il y a quand même la notion de race, dont vous parliez justement tout à l'heure, qui prévaut. Donc oui, on est tous pareils, mais il y a quand même des races. Vous voyez? Bon. Alors justement, dans les médias, là où je disais que la biologie, ça peut être à double tranchant, c'est qu'on peut très bien s'arroger la biologie pour dire il y a des races, et puis parfois on a des sources qui sont surprenantes. Là, par exemple, ça nous vient du centre de greffe de la moelle osseuse, parce qu'effectivement, il y a des variants génétiques, des variabilités entre les êtres humains, qui font qu'il est plus facile, c'est ce qu'on appelle les complexes d'histocompatibilité, j'ai du mal à le dire, hein, c'est la reconnaissance du soi, proprement dit, en termes immunitaires. Évidemment, il y a des différences entre populations, et il est plus facile de se donner à certains humains, et puis il est moins facile de donner à d'autres. Mais au sein d'une même population, vivant au même endroit, on retrouve exactement les mêmes problématiques. Donc vous voyez, parfois, les élèves peuvent venir vers nous en nous disant, voilà, j'ai trouvé ça, c'est quand même une source sérieuse, et puis finalement, on apprend qu'il y a quand même des races. Alors, où est la question, où est la réponse? Elle n'est pas tranchée. Elle est tranchée au niveau juridique, depuis peu. Elle n'est pas encore tranchée au niveau biologique. Et puis d'ailleurs, ça ouvre aussi d'autres débats, c'est que beaucoup de scientifiques pensent que si on abolit totalement la notion de race, justement, ça risque d'être là aussi piégeux, dans le sens où ça va laisser un champ libre ouvert à toute autre sorte d'interprétation de la notion de race ou de non-race. Donc le débat reste ouvert, mais vous voyez, il y a matière justement à débattre avec nos élèves.
peut-être plus au lycée, quoique au collège, je pense que ça peut être aussi tout à fait envisageable. Alors toujours dans les médias, vous voyez, la commission des lois de l'Assemblée nationale donc, a supprimé le mot race de la Constitution, parce que ce terme n'a pas de légitimité scientifique, c'est vrai. Mais comme le dit par exemple Ferdinand Mélin Soukramanien, c'est un professeur de droit public donc, à l'université Bordeaux, dit qu'effectivement le mot race n'existe pas, mais le racisme, lui, il existe bien, c'est un terme subjectif. Et donc, est-ce que d'enlever définitivement le mot race peut poser peut-être une solution ou pas? La question se pose. Voilà, le débat reste ouvert en tout cas. Alors justement, si on fait un petit rappel d'histoire, on voyait dans les programmes d'SVT qu'il y avait un peu de rappel d'histoire aussi. Joseph Arthur de Gobineau, donc, qui est auteur d'un essai sur l'inégalité des races humaines en 1855. C'est ce qui a déclenché justement toutes les théories sur la race supérieure, des Aryens. Alors là aussi, on s'appuyait sur la biologie. Vous voyez, quand je disais que c'était à double tranchant, on prenait les théories de Darwin, qui étaient des théories basées sur la sélection naturelle. Il faut rappeler quand même que c'est Malthus au départ qui a influencé ça, et que Malthus c'était un économiste, et c'était la loi du plus fort. Et bien du coup, les théoriciens de la race supérieure ont prôné ça en disant bah oui, il y a des races supérieures parce que c'est le plus fort qui survit, c'est le plus fort qui colonise, c'est le plus fort qui annihile les autres. Bon. Et pourtant, c'est une notion essentiellement culturelle. Comme le dit Bertrand Jordan, qui est biologiste moléculaire, elle est toujours, on prétend toujours que nos actions et nos hypothèses sont fondées sur la biologie. Encore une source de débat. Alors en 2003, on a mis un petit peu plus les gens d'accord justement avec le projet de séquençage de l'ADN humain, le projet Génome humain, qui a été entrepris en 90. Et on a enfin eu une carte génétique complète de l'être humain. Et la première surprise, c'est qu'on n'avait pas autant de gènes qu'on pensait avoir, et puis surtout que les humains étaient semblables à 99,9% au niveau de leur ADN, quels que soient les deux humains pris séparément sur la planète. Bon, et ça, c'est une spécificité de l'espèce humaine, parce que si on regarde chez les primates supérieurs, par exemple, il y a beaucoup plus de différences entre eux au niveau génétique. Donc, la génétique apporte une réponse, justement, à cette notion du fait que l'on soit unitaire sur la planète. Alors après, évidemment, les éternels débats sur la couleur. Est-ce qu'on était blanc, est-ce qu'on était noir au départ? Pourquoi il y a des blancs, il y a des noirs? Bon, alors après, on peut s'amuser à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'archéologie. Visiblement, au départ, on était tous de couleur claire au niveau de la peau parce qu'on avait des poils. Et donc, on n'avait pas besoin d'avoir une peau foncée pour résister aux UV du soleil, puisque les poils nous en protégeaient naturellement. Seulement, nos poils, on les a perdus, si vous avez remarqué. Et de ce fait, étant encore sur le sol africain et sans poils, il a fallu justement une adaptation. Et cette adaptation, c'est qu'on a la couleur de peau qui a foncé. Et cette couleur de peau qui a foncé, alors les élèves peuvent nous dire, mais alors pourquoi du coup on n'est pas tous noirs sur la planète? Parce qu'après on a colonisé la planète, et quand on est arrivé sur les zones plus froides de la planète et moins ensoleillées, avec moins d'UVA et moins d'UVB, eh bien les UVA et les UVB ne passant plus à travers une peau foncée ne permettaient pas de synthétiser la vitamine D. Et puis pour des gens qui étaient mal nourris à l'époque et qui avaient une moyenne de vie de 35 ans, c'était fatal. Du coup, certains d'entre nous, dans l'évolution, ça a mis des millions d'années, ont reblanchi, entre guillemets. Donc vous voyez, la notion de couleur, c'est pareil. Je dis souvent à mes élèves, si vous êtes victime du raciste, expliquez un petit peu ça aux autres. On était blanc, on était noir, on est redevenu blanc, certains sont restés noirs. Bon, voilà, pourquoi s'embêter avec ça? Alors ça, c'est le grand classique de tous les profs d'SVT. Quand on demande aux élèves de nous chercher sur Internet l'évolution de l'homme, voilà ce qui ressort. Et c'est faux, évidemment. Donc l'homme ne s'est pas développé comme ça en ligne, et il ne vient pas d'un singe. Mais alors, vous voyez, ça aussi, je n'ai pas repris dans mon diaporama parce que je pensais que ça prêtait un peu à un faux débat. Mais vous savez, les joueurs de foot à l'heure actuelle qui sur les terrains reçoivent des cris de singe parce qu'ils sont noirs, et puis sont victimes de ça. Vous allez voir sur une de mes diapos qui va suivre, on ne peut pas descendre d'un singe puisque nous en sommes. Voilà, donc ça c'est le genre de déclaration étayée par des fondements scientifiques évidemment qui peuvent faire taire le débat. On est le fruit d'une longue évolution. Les singes sont des cousins éloignés, mais nous ne pouvons pas descendre du singe. Alors justement, si on replace un petit peu l'homme dans ses origines, alors vous allez voir, on va revenir un petit peu sur notre siège. Qu'est-ce qui nous définit? Nous sommes des simiens. Alors ça veut dire que nous sommes des primates, que nous avons un seul os frontal soudé,
que nous avons une denture de 32 dents quand nous sommes adultes, un nez qui remplace le museau, un cerveau développé, une face courte, et des membres de 5 doigts dont le premier est plus court et capable de s'écarter. Nous sommes des hommes. Et alors, vraiment, pour nous remettre à notre place, si nous définissons en une ligne, nous sommes des grands singes dont la queue est réduite au coccyx. Voilà. Ça stabilise, vous voyez un petit peu les idées, et ça permet aussi eh bien, aux élèves de se rendre compte que nous sommes des animaux comme les autres, nous faisons partie de la vie, et puis il n'y a pas de différence entre nous. Voilà, donc les fausses idées sur l'évolution. Alors, des gens comme par exemple Yvan Scotti, directeur de recherche à l'INRA, nous explique que la sélection naturelle basée sur la loi du plus fort n'est pas toujours vraie, puisque par exemple, on voit des comportements coopératifs au sein de fourmilières ou de ruches, où justement les faibles s'associent pour réussir à remplir une mission, et que finalement, ce fameux darwinisme social dont on a longtemps parlé n'a aucun fondement scientifique. Alors, ce qui a amené aussi, M. Brutman l'a bien dit ce matin, aussi toutes ces fausses idées, c'est qu'au départ, l'homme n'était pas peu fier de ce qu'il était. Si vous regardez un petit peu la conception d'un arbre de vie par Haeckel en 1879, eh bien, nous sommes tout en haut. Vous voyez, en dessous, il y a les êtres inférieurs, jusqu'aux éponges, etc. Et puis l'homme, il est quand même en haut de l'arbre. Donc, après tout, on nous a placés là, on peut coloniser la planète et on peut faire ce qu'on veut, on a tous les droits. Bon, ça heureusement, ça a changé parce que les archéologues nous ont montré que déjà, vous voyez, l'évolution en ligne de l'humain de tout à l'heure n'est pas vraie puisque c'est très foisonnant. On a vraiment un buisson d'évolution. Il y a eu des essais chez nous comme chez les autres espèces avec des tentatives d'espèces qui ont disparu pour on ne sait quelle raison. Et puis, si on va vraiment dans le détail, vous voyez, on ne le relie même plus par un arbre. Maintenant, les archéologues sont prudents parce que les relier par un arbre, on se rend compte que des fois, les connexions ne se font pas. Du coup, maintenant, on fait plutôt ce genre de représentation qui font que ça montre un petit peu la foisonnance des ou du genre humain. Et ça permet aussi de relativiser les choses. Et alors, ce qui va donner un coup de main pour relativiser les choses, c'est la classification actuelle. Donc, on ne classe plus en arbre, on classe en buisson. Donc, le buisson rayonnant, on parle des premières formes de vie qui s'appelaient LUCA, c'est life, enfin bref, la première forme de vie, j'arrive jamais à le dire. Vous voyez le LUCA qui est au centre, quelques molécules au départ. Et puis, tout le monde a évolué en buisson, et dans la même direction et à la même vitesse. Ce qui fait que sur le tour de ce buisson, il y a tous les représentants vivants à l'heure actuelle. Et puis nous, vous voyez, on est là. Voilà, vous êtes d'ici, donc on n'est pas très loin des champignons, d'ailleurs. Hein, et puis, on n'a pas à se vanter, plus qu'un champignon, d'ailleurs, de faire partie de l'humanité. Alors, ça, c'est un travail qui a été réalisé en terminale S par ma collègue Aline Gagné, qui est formatrice en SVT, qui fait étudier à ses élèves 3 textes de 3 époques différentes sur la conception de l'homme, par l'homme, la représentation. Alors là, je ne vais pas évidemment tout vous lire, hein, vous aurez ce diaporama, je peux vous le laisser à disposition. Ça, c'est tiré de Histoire naturelle de Buffon, en 1707-1788. Et alors, j'ai surligné les mots importants. Ah, monsieur l'inspecteur me dit, attention, plus que 10 minutes, je les tiendrai. Alors, si on regarde ce qui est surligné, on voit que l'homme se reconnaît dans sa supériorité sur le monde vivant et que donc son attitude est celle du commandement. Il a une puissance, il a une supériorité sur les animaux et donc il peut les commander et en faire ce qu'il veut et s'en nourrir. C'est par sa supériorité de nature que l'homme règne et commande. Et on conviendra que le plus stupide des hommes suffit pour conduire le plus spirituel des animaux. Voilà, donc ça c'est la représentation de nous-mêmes que nous avions il y a quelque temps. Les deuxièmes textes étudiés sont tirés des enseignements de sciences naturelles en 1927, en cours primaire supérieur pour le brevet. Et alors, la notion de genre humain était apparue. On reconnaissait quand même qu'il y avait une unité du monde vivant, mais il y avait toujours les races, parce que dans le genre humain, il y avait 4 couleurs. Voilà, et donc il y avait les 4 races, la race jaune, noire, rouge et blanche. Et en ce qui concerne la race blanche, eh bien, vous voyez ce que j'ai surligné, c'est celle qui s'est perfectionnée le plus rapidement et qui est à la tête du progrès. Voilà, et donc du coup on peut coloniser les autres. Et puis ça c'est une définition actuelle d'après le Larousse. Donc là vous allez voir que c'est beaucoup plus scientifique déjà, et puis surtout on vous précise que l'homme fait partie à part entière, c'est une figure particule du monde vivant. Voilà, l'espèce est une espèce animale, l'espèce humaine, et puis du point de vue de la biologie, nous sommes un animal et un être vivant comme les autres sur la planète. Voilà, et que évidemment on fait partie des grands singes. Hein, tout ça. Donc vous voyez ici, là, ça relativise un petit peu plus les choses. Alors, j'avais une petite vidéo à vous montrer.
Et je vous laisse la regarder, c'est un test ADN qui a été fait. Alors vous allez voir, c'est un petit peu surjoué, mais c'est intéressant. Et après, je vous parlerai de son origine parce que là aussi, il y a matière à débat. Alors, je ne sais pas si au niveau du son, ça devrait le I'm faire. proud to be English, and my family have served, and we've defended this country, and Vous entendez? we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Islamic, yeah, definitely. This is Kurdish wedding. With my mom is traditional Kurdish Ça, c'est le mien. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany, yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government, but French. Nah, We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my god. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we? 5% German. I'm Irish. Yeah, so I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? I didn't know I did. This is my heart's pounding right now. I swear to God.
concentrate from everywhere by the read to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Alors, comme je vous disais, attention, c'était un petit peu scénarisé tout de même. Ce site Mon Mondo surfe sur la vague de la biologie, justement. Alors, j'ai passé cette vidéo parce que la véracité scientifique n'est pas remise en cause, effectivement, en termes d'ADN. Maintenant, c'est un site qui, de ce fait, organise des voyages génétiques après et propose aux gens, une fois qu'ils ont fait leur cartographie génétique, eh bien, d'aller dans ces pays, moyennant finance, évidemment, pour aller voir leurs sources ou leurs origines. Voilà. Alors justement, en parlant d'esprit critique, je vous conseille d'aller voir ce site de nos collègues de Strasbourg, l'Académie, qui justement font tout un travail au niveau sciences sur le développement de l'esprit critique dans l'enseignement des SVT qui pourra être utile dans un projet de ce genre. Alors je vais conclure parce que je crois que j'arrive au timing limite. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que dans nos programmes, on voit clairement que les sciences et les SVT évidemment sont impliqués dans la lutte contre le racisme et contre les idées fausses, avec un accent qui est mis, comme vous le faites d'ailleurs aussi dans vos matières, sur le développement de l'esprit critique, et qu'il est tout à fait possible d'intégrer vos collègues de sciences dans ce type d'activité. Je pense qu'ils s'y prêteront bien volontiers si vous les sollicitez. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Je vais conclure très rapidement. Voilà, écoutez, merci en tout cas d'avoir fait ce travail qui est juste un début parce qu'effectivement on a pour objectif sur le site où on déposera toutes les ressources d'aujourd'hui, d'alimenter au fur et à mesure par des séances qui viendraient d'autres disciplines. Et donc on avait une séance prévue en lettres histoire. Vu le temps et le fait que nous devons rendre la salle dans quelques minutes, ça va être compliqué, mais je demanderai à Eric Froment et à Gisèle peut-être de le mettre sous forme de petite capsule pour le présenter. Un travail intéressant autour de Inconnu à cette adresse. Voilà, donc, là, effectivement, on doit rendre la salle. Écoutez, je voulais vous remercier, vous dire que de toute façon, regardez bien le plan de formation puisqu'on va mettre en place des choses pour vous aider dans vos établissements à monter ce genre de projet. Les inscriptions aussi sur les stages classiques seront évidemment valables et que l'année prochaine, on va poursuivre ce travail dans une autre journée d'études qui poursuivra celle de l'an dernier sur faire vivre les valeurs de la République à l'école, celle de cette année sur le racisme, puisque ce sera sur la lutte contre les discriminations. Voilà. Et écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusque-là. Et puis, écoutez, à bientôt à d'autres occasions. Merci à vous. Au revoir.